Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour les actus de la semaine. Et on commence avec les actus de la semaine dernière qu'on n'avait pas fini parce qu'on a beaucoup parlé la semaine dernière. Julien voulait nous parler des occupations de bureau parce que ça t'a un peu trigger. Enfin, t'as vu un truc qui t'a trigger un petit peu. Alors, ça va pas trigger, juste trouvé ça intéressant d'en parler. Déjà, je vous prie de m'excuser par avance. Je risque d'avoir une voix qui varie un peu à certains moments. Vous aurez l'impression d'entendre Bane dans Batman et à d'autres moments. Le soldat Ryan est à terre. Et à d'autres moments Mickey. J'ai chopé une bonne angine cette semaine et là, même si ma voix va un peu mieux, c'est pas incroyable. Et comme on est dimanche et qu'on fait toujours tous les dernières minutes, dans tous les cas, si on voulait vous sortir l'épisode de podcast pour lundi, on n'avait pas d'autre choix que de le faire aujourd'hui. Donc, va falloir faire avec. Ouais, c'est ça. Revenons du coup à nos occupations de bureau. Oui, tout à fait. En fait, c'est une news. Moi, j'aime bien un petit peu, comment dire, être abonné à des newsletters, des choses comme ça, sur justement des. Pardon. T'en lis beaucoup, je trouve, des newsletters. Ouais. Parce qu'ils m'en transfèrent beaucoup pour que je les lise aussi, du coup. Exactement, parce que j'essaie de faire en sorte que Marie se cultive un minimum sur l'aspect économique. Et ces newsletters, il y a un peu de tout. Hein. Il y a des évolutions législatives en France sur les aspects fiscaux, immobiliers. Il y a des news sur, par exemple, l'aspect un peu macroéconomique mondial. Il peut y avoir également des news sur l'économie en France. Voilà, c'est normal, on a un podcast qui parle d'immobilier, mais pas que, et c'est vrai que naturellement on regarde souvent nous l'immobilier un peu avec le prisme financier, c'est normal, et le prisme économique. Et là j'ai trouvé une news qui regroupait un petit peu les deux et je trouve intéressant de la décortiquer avec vous. C'est tout simplement qu'il y a un bain de sang dans l'immobilier de bureau dans les grandes capitales mondiales. Ça dure déjà quasiment depuis le Covid, toute cette histoire, et je trouve que c'est intéressant de l'analyser, de savoir un peu quelles conséquences ou pas ça peut avoir sur vos investissements immobiliers, parce que nous on parle d'investissements locaux commerciaux, on parle d'investissements en bureau. Et naturellement, quand il y a ce type de news, on peut penser que c'est négatif pour nos investissements. Et globalement, qu'est-ce que nous dit cette news? C'est tout simplement, il y a des taux de défaillance des prêts hypothécaires sur les bureaux qui atteignent des records. Donc, c'est-à-dire que les grandes sociétés mondiales, donc typiquement les SCPI de bureaux et autres organismes qui achètent des immeubles à plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros, dans les grandes villes type New York, Paris, Londres, Hong Kong, etc. En réalité, elles sont en très 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 mauvaise posture financière. Parce qu'il y a pas un peu aussi de tout ce qui est... tu sais, avant on avait besoin d'être physiquement au travail, maintenant en vrai, quelle entreprise ne fait pas de télétravail, tu vois? Alors, oui et non en même temps, c'est-à-dire que les problématiques de taux d'occupation des bureaux, ça existe déjà depuis longtemps avant le Covid. Moi, je me souviens, il y avait déjà des news en 2017, en 2018, en 2019 sur les taux d'occupation des bureaux à la Défense à Paris. Il y avait déjà de certaines sociétés qui avaient du mal à tout simplement remplir leurs espaces de bureaux. Donc, tu vois que c'est des trucs qui datent déjà d'avant le Covid. En plus, on se retrouvait dans des cas où moi, j'avais vu passer des offres. Par exemple, à Paris, vous pouviez louer, 1000 mètres carrés de bureau. Vous aviez 12 mois de loyer offert, vous aviez pas de dépôt de garantie à verser. Enfin, on voyait qu'entre guillemets, les grandes sociétés, elles arrivaient tellement pas à trouver de locataires qu'en fait, elles faisaient des offres de malades, quitte à rogner une grosse partie de leur rentabilité pour essayer de les remplir. Et ça, c'était déjà avant le Covid. Forcément, le Covid a aggravé un petit peu tout ça parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui se sont rendues compte qu'elles pouvaient travailler en full distanciel, même si c'est quand même quelque chose qui vient à retourner un petit peu en arrière. Moi, je sais que j'en parle avec pas mal de potes qui sont dans des grandes sociétés type Capgemini, type qu'est-ce qu'il y a encore comme grosse boîte d'informatique. En plus, c'était comme Montpellier, Capgemini, maintenant ils sont près de l'autoroute, donc au final ils ont pris les gros bureaux là qu'ils ont construits récemment. Ouais, il y a Capgemini, Crédit Agricole, les banques, etc. Exactement, elles ont tendance à réduire leur télétravail pour plusieurs raisons, mais notamment parce qu'ils pensent qu'entre guillemets les salariés travaillent moins en télétravail. Ça fera peut-être. Ils doivent sûrement avoir des KPI pour évaluer tout ça. Exactement. Donc en réalité, même si c'est vrai qu'il y a un développement du télétravail, je pense que la cause principale n'est pas aller chercher là-dedans. Moi, je pense tout simplement qu'en réalité, les grandes villes sont moins intéressantes pour les entreprises, et je pense pas qu'en soi, ça soit le fait de pouvoir travailler à distance qui soit vraiment la cause, mais tout simplement le fait qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde où il y a de moins en moins de grandes entreprises. C'est-à-dire, en soi, quand il y a des grandes entreprises qui font faillite, on voit rarement des nouvelles qui, d'un coup, en quelques années, vont faire 10 000 salariés, tu vois. Donc, en réalité, je trouve qu'on a un peu, à la fois, un regroupement des plus grandes entreprises qui vont détenir un peu les plus grosses activités possibles. On le voit, des boîtes comme Amazon, Google, Microsoft, ils passent leur temps à racheter des plus petites boîtes pour faire de la croissance externe. Donc, entre guillemets, il y a les plus grandes sociétés qui continuent à grossir. En même temps, les grandes sociétés, il y en a de moins en moins. Et en réalité, il y a une grosse partie du tissu économique dans le
tertiaires, donc typiquement les boîtes qui vont louer ces bureaux-là, qui tout simplement sont de plus en plus petites. C'est-à-dire que les nouveaux acteurs, en réalité, ils vont rester petits ou alors ils seront rachetés par les gros. Et du coup, en réalité, je pense que la demande de grands bureaux dans les grandes villes, elle est juste plus aussi importante qu'elle était avant. Aussi, une autre raison, moi je l'ai vu dans une ville, nous on vit à Montpellier, et je l'ai vu également quand je travaillais à l'époque en banque. Il y a énormément de bureaux qui se sont construits à Montpellier et les taux d'occupation à Montpellier sont bons. Il y a peu de bureaux vacants, tout simplement parce qu'en fait il y a beaucoup de boîtes qui, notamment avec l'augmentation des débits internet, avec également peut-être l'envie à la fois pour les dirigeants, leurs salariés de pas forcément vivre dans les grandes capitales. Je pense que la baisse de la qualité de vie dans les capitales y est aussi pour une part de responsabilité là-dedans. Vous avez de plus en plus de boîtes qui, à une époque, elles se disaient si on veut se développer économiquement, on est obligé d'être à Paris, qui aujourd'hui peuvent aller dans des villes comme Lyon, comme Montpellier, comme Toulouse, etc. Donc c'est pour ça que vous retrouvez finalement avec énormément de vacances, avec les différentes raisons que j'ai citées précédemment, où en fait on a des immeubles de bureaux entiers qui sont complètement vides et forcément les sociétés, si les immeubles sont vides, elles ne touchent pas le loyer. Si elles ne touchent pas le loyer, elles ne peuvent pas payer les prêts, du coup elles font défaut sur leurs dettes, soit la société va faire faillite, soit tout simplement la banque va récupérer le bâtiment, mais on se retrouve avec des anomalies complètement dingues où par exemple vous avez certains immeubles qui peuvent avoir des décotes monumentales, c'est-à-dire que certains grands immeubles de bureaux qui se vendaient peut-être à l'époque 200 millions de dollars, aujourd'hui vont se vendre 20 ou 40 millions de dollars, quoi. Parce que la banque, une fois qu'elle récupère le bien, elle en fait quoi? Elle le revend du coup? En théorie, elle le revend. Mais elle le brade pas. Si, elle le brade par rapport à sa valeur de marché, parce qu'entre guillemets, si la banque, je sais pas moi, imaginons, vous faites jamais de la dette à 100% quand vous êtes comme ça, une grande société qui achète des bureaux. Vous allez peut-être faire de la dette à 60%, tu vois. Oui, il y a d'accord, ouais. On va dire que justement, vous êtes endetté à 200 millions pour acheter un immeuble qui en valait 200, enfin, vous êtes endetté pour acheter l'immeuble à 200 millions et vous allez du coup vous avez emprunté 140 millions, tu vois. Vous n'avez pas remboursé, on va dire que vous avez quand même payé une petite partie de la dette, il reste peut-être une dette de 120 millions, forcément la banque récupère l'immeuble, elle se dit si on veut rembourser notre prêt, on doit le revendre 120 millions, sauf qu'en fait sur le marché, vous avez peut-être personne qui veut acheter cet immeuble 120 millions, alors même qu'il avait été acheté 200 millions quelques années avant. Peut-être que la meilleure offre que vous allez avoir, c'est 50 millions. Et là, en fait, on se retrouve avec un gros problème sur ce marché-là. Personnellement, moi, je pense pas trop, parce que vous avez certains économistes ou analystes qui vont vous dire que ça peut être le début d'une future crise financière, voire crise bancaire, etc. Moi, j'y crois pas trop. Ce qui est certain, c'est que ce marché est extrêmement mauvais. Je pense que la première conséquence que vous avez pour vous en tant qu'investisseur, c'est éviter les SCPI. Moi, je sais que déjà à l'époque où j'étais banquier, je les recommandais pas forcément à mes clients, parce que justement, dans les SCPI, vous pouvez avoir des SCPI qui sont plutôt sur de l'immobilier d'habitation, mais vous en avez quand même énormément qui vont majoritairement avoir dans leur portefeuille des immeubles de bureaux. Et pour moi, le marché des grands bureaux dans les grandes capitales, c'est vraiment un truc à éviter. Maintenant, moi, j'avais pas une mauvaise opinion des SCPI. Genre, si t'as vraiment beaucoup d'argent à placer et que tes frais sont lissés, non? C'est moi qui me fais une mauvaise idée peut-être, mais... Ouais, moi perso, j'ai une très mauvaise opinion des SCPI. Ah ouais? Les rendements sont faibles. En France, la fiscalité est très élevée sur les SCPI. Peut-être que dans des pays où l'immobilier est moins taxé, de la SCPI à 5% de rendement, ça peut avoir du sens. Mais en tout cas, en France, je suis désolé, mais en fait... Ouais, mais moi, j'avais des clients qui avaient pas mal de SCPI en Allemagne ou des trucs comme ça. Pas français, mais peu importe au final. Peu importe, si t'es résident fiscal français, ta fiscalité, elle est en France. Et le problème, c'est qu'en plus, les sociétés de SCPI, la plupart du temps, dans leur portefeuille, t'as surtout de l'immobilier de bureau dans les grandes capitales. Pourquoi? Parce qu'en fait, quelle est la problématique d'une SCPI? Une SCPI, c'est une société qui va gérer de l'immobilier. Donc, son intérêt pour gérer de l'immobilier, c'est que tu aies le plus gros loyer possible par rapport au moins de travail possible. C'est toujours pareil, c'est une question de combien ça rapporte par rapport à combien ça te coûte. Forcément, une SCPI, c'est dur pour une SCPI de gérer des studios. Parce que les studios, c'est beaucoup de boulot. C'est pas des gros loyers, tu vas avoir du turnover sur tes locataires, ça te coûte beaucoup de main-d'œuvre. Du coup, quel est l'intérêt pour une SCPI si tu veux réduire tes coûts? En fait, tu loues du bureau, parce que du bureau, tu vas prendre un locataire, il va rester 10 ans, il va te payer un loyer de plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Donc, entre guillemets, il te faudrait peut-être quoi? Il faudrait peut-être un salarié pour gérer 50 studios, qu'en réalité, il te faut un salarié pour gérer 50 bureaux, tu vois. Mais tes 50 bureaux, tes loyers vont être beaucoup plus importants. Donc, c'est pour ça que les SCPI, leur modèle économique, il est basé sur le fait de louer des grands ensembles immobiliers et la plupart du temps, ils vont louer des bureaux.
OK. Ils peuvent louer des usines, ils peuvent louer des entrepôts, mais ça sera la marge parce que la réalité, c'est que ce marché-là était avant tout tourné vers le bureau. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai toujours conseillé plutôt d'éviter les SCPI, surtout si on est déjà investisseur immobilier à côté. À la limite, tu vois, par exemple, pour quelqu'un qui fait pas du tout Oui, d'immobilier, qui voilà, est ouais. très financier, une petite diversification, ça peut avoir du sens. Également, en plus, en France, on a l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, ce qui fait que si tu as déjà de l'immobilier, qu'en plus tu achètes de la SCPI, bah, en fait, tu vas te retrouver avec juste plus d'immobilier, donc potentiellement, tu vas devoir payer de l'IFI en fonction de ton niveau de patrimoine. C'est compliqué de faire de la dette pour un particulier sur de la SCPI, c'est possible, mais bon, en fait, vaut mieux acheter un bien immobilier directement et pas des parts de SCPI. Voilà, globalement, moi, c'est un peu pour ça que je les déconseille. Maintenant, nous, en tant qu'investisseurs qui avons des bureaux, est-ce que ça nous touche? Bah, non, du coup. Parce que nous, on n'a pas des bureaux de grosses superficies, en Bah, fait. exactement, c'est parce que tout simplement on n'est pas sur le même marché. Et c'est là où en fait je voulais tourner cette news, insister là-dessus, c'est qu'en réalité, c'est deux marchés différents. D'un côté, vous avez le marché des grands bureaux dans les grandes capitales mondiales, à destination des grandes entreprises, et de l'autre côté, vous avez nous le modèle de bureau qu'on fait, c'est louer avec des auto-entrepreneurs, à des petites entreprises qui ont besoin d'un bureau pour un de leurs commerciaux ou un de leurs salariés. En fait, ça serait comme mesurer le taux de passage sur une station-service et le marché mondial du pétrole, tu vois. Ouais. Pour moi, en fait, on est à des échelles qui sont tellement différentes. Enfin, faut voir que là, les immeubles de bureaux dont je vous parle, ils se vendent à plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros. Alors que nous, les bureaux qu'on achète, on achète ça entre 200 et 400 000 euros maximum. Ouais, c'est Donc ça. forcément, l'échelle n'a rien à voir. Donc c'est pour ça que l'investissement en bureau en tant qu'investisseur immobilier, moi, je le recommande toujours à une échelle raisonnable. Donc, c'est-à-dire, nous, tel le modèle qu'on fait, c'est-à-dire un investissement en locaux commerciaux où on va plutôt s'adresser, à des auto-entrepreneurs ou en tout cas à des entreprises de taille petite. Mais bien évidemment, moi, aujourd'hui, je déconseille d'investir dans tout ce qui est les grands bureaux. Alors, déjà, investir vous directement dans les grands bureaux sans passer par les SCPI, ça sera impossible parce que c'est des tickets qui sont beaucoup trop gros. Et via des SCPI, je le déconseille également. Mmh. Est-ce Donc que j'ai été clair? ouais, moi, Je dois avouer que j'ai le cerveau qui tourne au ralenti, mais non, ça vous va. vous jugerez si j'ai été clair ou pas. Tu voulais parler un peu des taux différentiels aussi. Ouais, bah, décidément, deuxième news un petit peu technique. Hem, le taux différentiel, si vous vous intéressez à l'investissement immobilier depuis longtemps, vous en avez forcément entendu parler. Le taux différentiel, dans un petit peu le jargon IMO que vous allez trouver sur internet, c'est, ce qu'on appelle qu'en gros une banque va regarder si vos loyers couvrent vos échéances de prêt et s'il reste un cash flow, en théorie, la banque est censée ajouter ce cash flow à vos revenus et du coup compter votre crédit immobilier pour zéro. Non, sérieux? Ah, je sais Oui, pas. OK. c'était comme ça que fonctionnait le taux différentiel. Ah oui, Et OK. c'est vrai que moi, quand j'ai commencé l'investissement immobilier, bah, du coup, on l'a commencé ensemble en 2017-2018, c'était quelque chose, j'en entendais partout parler sur internet. Aujourd'hui, beaucoup moins, voire plus du tout, mais je trouvais intéressant d'en reparler parce que c'est là où des fois on peut se rendre compte d'une différence majeure entre, tu sais, expectation vs reality, tu vois? C'est Mmh. exactement ça sur le taux différentiel. C'est-à-dire que moi, étant donné que je voyais ça partout sur internet, parce que je voyais plein d'influenceurs IMO, de formateurs qui en parlaient, je me disais: «Bah, OK, ça existe vraiment dans les banques et cetera». Et notamment, tu avais certaines banques heu, qui étaient réputées pour faire du taux différentiel, comme Crédit Agricole ou Caisse d'épargne, et d'autres comme BNP, Société Générale, qui soi-disant ne le faisaient pas. Et du coup, quand j'ai commencé à travailler en banque, à l'époque, j'étais rentré en tant que stagiaire en 2018 au Crédit Agricole justement, je m'étais dit: «Ah ben tiens, je vais parler du taux différentiel avec mes collègues», et du coup, premier dossier de crédit sur lequel je travaille et cetera, investisseur locatif, et je parle avec mon collègue du taux différentiel et il me regarde avec des gros yeux, il me dit: De quoi «Mais tu parles? qu'est-ce que c'est le taux Ouais, de différentiel?» quoi tu parles, Et ouais. du coup, je lui explique et cetera, il me dit: «Bah non, ça fonctionne pas du tout comme ça», et au fur et à mesure des mois et des années que j'ai passé en banque, aucun banquier que j'ai rencontré ne m'a jamais parlé du taux différentiel. C'est-à-dire, c'est intéressant, comme j'ai aucune idée de qui a inventé ce terme, Mmh. mais comme quoi tu as des légendes urbaines Ouais, des j'allais fois dire, qui c'est une peuvent se légende urbaine, en fait. Quelqu'un a exactement, mal compris et et ça a fait un espèce de bruit et du coup, tout le monde l'a repris, en fait, exactement, exactement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend moins parler parce que on va dire, le marché a un petit peu évolué, le crédit s'est resserré depuis le Covid, depuis la remontée des taux, depuis les critères HCSF surtout, et les fameux 35% de taux d'endettement. Donc, on pourrait presque croire que le taux différentiel est mort, alors qu'en réalité, le taux différentiel n'a jamais existé. C'est fou ça. Et je trouvais ça intéressant d'en parler parce que ça m'est revenu la dernière fois, je ne sais plus pourquoi. Je sais plus si c'est quelqu'un qui m'en a parlé ou si c'est moi qui y ai réfléchi tout seul, mais je me suis dit, c'est vrai que c'est marrant. À l'époque, on entendait partout parler de ce fameux taux différentiel et qu'il fallait trouver le banquier qui t'appliquait le taux différentiel, alors qu'en réalité, ça ne marchait pas comme ça. Alors oui, c'est typiquement ce que nous, on a sur nos investissements, c'est-à-dire que globalement, quand on a des SCI qui s'autofinancent, le banquier continue à nous prêter, mais
il n'applique pas un taux, quelque chose où il se dit, ah ben voilà, comme il y a du cash flow, j'ajoute le cash flow au revenu et ça fait baisser le taux d'endettement. Non, ça fonctionne pas comme ça. Quoi qu'il arrive, vous calculez un taux d'endettement ou un taux d'effort. La seule question qui va être importante, c'est est-ce que ce taux d'effort ou ce taux d'endettement est contraignant pour votre banquier et est-ce qu'il a envie de faire le dossier avec vous? Et pas d'une question de fameux taux magique qui pourrait vous appliquer, qui effacerait tous les crédits que vous avez De déjà. toute façon, on en a déjà parlé plein de fois ici, hein. J'ai l'impression que le succès d'un financement, bon, forcément, il y a quand même des critères de faisabilité, dans le sens où bon, faut des revenus stables, etc., et pas avoir un taux d'endettement éclaté. Mais c'est surtout qu'il faut avoir un bon conseiller bancaire, en fait. C'est sûr que s'il a pas envie, ou qu'il vous propose de financer sans ERP ou genre de, bon, faut trouver quelqu'un d'autre, tu vois ce que je veux dire. Donc, ok pour le taux différentiel. Moi, je connaissais pas, tu l'avais mis sur la liste et je sais pas de quoi il parle. On voulait vous refaire un petit point sur l'hôtel qu'on a rénové. Bon, pour ceux qui savent, c'est celui avec qui on a eu un an de retard avec Enedis, etc. Et là, ça fait quand même quelques semaines, je crois, qu'on en a pas parlé de ce truc-là. Mais toutes les semaines, il nous arrive des zinzeries. Ouais, on a fait quelques vannes dessus sur le podcast en disant que on pensait qu'il était hanté et beaucoup d'entre nous, vous nous en avez parlé et franchement, encore une fois, s'il y a des sceptiques, après, bon, moi je suis là pour convaincre personne, entre guillemets, vous pensez ce que vous pensez, mais je veux dire, on vous en parle plus trop, mais en vrai, chaque semaine, il se passe des dingueries. Tu veux résumer un petit peu les dernières qui se sont passées? Bah déjà, là, j'ai eu... Donc actuellement, il y a ces 9 appartements avec... 9 appartements, du coup, qu'on a rénovés. Ils sont tous neufs. Et aussi, on a une cave qu'on loue. Et là, en une semaine, j'ai eu... donc, il y a que 4 appartements qui sont loués pour l'instant, plus la cave. Et là, j'ai eu 3 préavis en moins d'une semaine. Et pour des raisons à chaque fois pas différentes, quoi. On ne comprend pas vraiment ce qui les fait fuir. Enfin, en tout cas, on n'a jamais eu un turnover pareil sur... Alors, celui de la cave, pour le coup, on sait pourquoi il s'en va. Lui, il a pris 60 cm d'eau dans sa cave, donc forcément, en fait, ça n'aide pas. Ce qui s'est passé, c'est que visiblement, il y aurait un gros souci avec la cave de ce bien, mais quand je dis gros souci, c'est que nous, la cave, on l'a toujours connue sèche. Je n'ai jamais vu une goutte d'eau dans cette cave en 3 ans. Et depuis qu'on a décidé de la mettre à la location, elle a eu d'abord un dégât des eaux, c'est-à-dire que globalement, il y a eu une fuite sur une arrivée d'eau d'un appartement qui a inondé une première fois la cave. Forcément, le locataire qui avait mis ses affaires, il était pas content, il est parti. Après, il y avait pas non plus 60 cm d'eau à ce moment-là, il y avait genre même pas 1 cm, c'est juste que les affaires qui étaient sous l'endroit où tombait l'eau ont pris un peu cher. Du coup, il est parti. Du coup, moi, j'ai dit, c'est pas grave, on va retrouver un autre locataire, etc. On retrouve un autre locataire, il remet toutes ses affaires dedans. Donc là, maintenant, qu'on avait fait intervenir le plombier, etc., il y avait plus de fuite. Il a fallu qu'on se tape une crue centenaire où les pompiers ont dû intervenir dans le quartier où est situé notre immeuble pour évacuer certaines maisons. De la ville, c'est le seul quartier qui a été évacué, c'est le nôtre. Alors qu'il y a un ruisseau qui est genre à, il y a un petit ruisseau qui est genre à 100 mètres de notre bâtiment et franchement, ce ruisseau, c'est vraiment ce qu'on appelle un ruisseau, c'est-à-dire que c'est rien du tout. Il y a rien du tout. C'est genre de truc, tu peux même pas l'imaginer en crue ou spécialement débordé, sachant qu'en termes de PPRI, etc., on n'est pas du tout en zone inondable. Et du coup, il a tellement plu, donc crue centenaire sur la ville et notamment sur le quartier où est situé notre bâtiment, 60 cm d'eau dans la cave. Je sais pas. Alors que comme je vous l'ai dit, c'est une région où il pleut beaucoup. En y allant quasiment tous les mois maintenant depuis plusieurs années, je n'ai jamais vu de l'eau dans la cave due à l'eau de pluie. C'est-à-dire que la cave est étanche et sèche. Ah non, oui, c'est-à-dire quand il pleut, ça ne rentre pas dans la cave. Et en fait, là, on comprend pas. Elle prend l'eau en permanence. La voisine, mais ça, je crois qu'on l'avait raconté la semaine dernière. La voisine a décidé de poser des dalles derrière la maison, donc derrière la cave. Et maintenant, en fait, l'eau, au lieu de s'infiltrer par le sol, du coup, de s'évacuer par le sol, elle s'évacue dans notre cave. Ça suinte des murs. Oui. Et je me dis, mais putain, mais c'est sans fin, en fait. Et c'est-à-dire que même si à chaque fois, on peut trouver des explications logiques, matérielles qui expliquent ce qui se passe, à chaque fois, on est là en mode, ce n'est pas possible que tout arrive en même temps. Et puis dans un délai si court, genre là, on vous raconte des trucs, tout s'est passé en 3 semaines. On vous raconte pas des trucs qui sont arrivés en 2 ans, quoi. Parce que bon, le problème de cette crue centenaire, c'est que je n'ai personne pour aller vérifier les appartements qui ne sont pas loués. C'est-à-dire qu'en fait, la semaine dernière, j'ai eu l'agent immobilier, donc c'est le seul bien qu'on a en location, enfin qu'on a en gérance.
en gestion, pardon, j'ai dit en gérance, ça se dit pas, en gestion. Et forcément, ça se passe pas bien. C'est une des raisons pour lesquelles tout le reste n'est pas en gestion. Mais là, à 430 km, en fait, bon, c'est bien quand même d'avoir quelqu'un. Donc déjà, en plus de rien mettre en location, on a du mal avec l'agence. Enfin, vraiment, ils sont nuls, ils se ratent sur plein de points. Et c'est surtout qu'ils ont été liquidés. Donc l'agent animaux m'appelle, il m'a dit, je suis désolée, mon contrat s'arrête demain, j'ai été licenciée économiquement. Il m'a dit je suis vraiment désolée et en fait il y a personne pour reprendre sur place. Donc en fait j'ai mes clés qui sont je sais pas où et c'est surtout que du coup l'agence principale est à environ une grosse demi-heure de route de la ville. Donc en fait, il y a personne de l'agence principale qui est là Venir s'en occuper. pour venir s'en occuper. Et en fait, j'ai juste eu une crue centenaire. Je ne sais pas dans quel état sont mes appartements. Je suis censée faire un état des lieux mardi et des visites pour mettre en location. Donc c'est moi de Montpellier qui me fait 4-5 heures de route pour pouvoir faire des visites et mettre en location tellement qu'ils ont été nuls. Et en plus, je paye 9% sur mes loyers pour que personne ne s'en occupe. Oui, donc en plus, là, forcément, vous allez dire, ah non, mais vous laissez pas faire, etc. On va bien évidemment pas se Non, laisser faire se vis-à-vis de laisser l'agence. faire, On va non. récupérer notre pognon et s'en débarrasser. Mais le problème, c'est que, encore une fois, c'est un énième problème sur ce bien, quoi. C'est ça. Et franchement, pareil, du coup, on a notre plombier qui est un très bon ami à nous qui nous rend un coup de main là-dessus parce qu'on a des soucis de plomberie, je pense qu'on l'avait déjà dit, on a des problèmes de pente en fait sur les évacuations. Du coup, ce qu'on a trouvé comme solution pour éviter de faire 30 000 € de travaux sur la plomberie, c'est de placer des sani-broyeurs dans les deux apparts à l'extrémité pour qu'en fait ça s'évacue correctement au milieu. Et ça, bon, nous on l'a déjà expérimenté plusieurs fois, les voyants voitures. En fait, à chaque fois que nous on y allait, on avait un voyant sur la voiture qui s'allume. J'avais déjà dit qu'une fois tu y étais allé avec ma voiture et que tu as cassé le wastegate. Oui, le wastegate, le wastegate, c'est quoi? C'est le truc qui permet au turbo d'évacuer l'air ou de la d'évacuer la rentrer. surpression d'air. Et Ça, c'est dessoudé. d'ailleurs, j'ai toujours pas récupéré. Enfin, ça fait 2 mois que j'attends une pièce qui doit arriver chez les Chinois pour remplacer cette histoire. Du coup, j'ai toujours le voyant depuis 2 mois dessus. Et effectivement, notre plombier qui est allé sur place, premier jour qu'il fait sur place, le soir, quand il s'en va, voyant moteur sur son camion. En plus, moi, je l'ai rejoint parce que j'avais des trucs à faire là-bas, etc. Je l'ai rejoint, du coup, on s'est croisés au même endroit. On s'est croisés à notre immeuble là-bas. Et le pauvre, il était en PLS, il m'a dit, il y a quelque chose qui va pas. En plus, mon camion, il a pris un voyant. Je dis, ah, t'inquiète, ça va se passer. Donc, c'était juste pour vous tenir un petit peu au courant. T'avais raconté la cuisine s'est décrochée du mur, je suis pas sûr. Non, la dernière fois que je suis venue, en fait, moi déjà, je ne mets plus la voiture sur le terrain. C'est-à-dire que je me garde plus loin dans la rue pour éviter de mettre la voiture sur le terrain, vu qu'à chaque fois que j'ai un souci, j'ai soit les pneus, soit le moteur qui déconne. Du coup, je suis allée pour, en gros, l'expertise, parce que là aussi, l'agence immobilière, sur les dégâts des eaux, le dégât des eaux précédent qu'on a eu, en fait, il a fait le rendez-vous, et à l'issue, l'assurance m'a pas indemnisée. Tu vois, j'étais là, en fait, non. Genre, il y a un dégât des eaux, on est assuré, donc pas la réparation de la fuite, mais les dégâts, c'est vous qui prenez, enfin bref. Donc, du coup, maintenant, je fais les rendez-vous, donc je fais 5 heures de route pour les rendez-vous d'assurance. Et en fait, bon, là, sur le rendez-vous d'assurance se passe moyennement, en plus. Bon, je me dis, on va partir, et au moment de partir, j'ai l'agent IMO qui m'appelle. Il me dit oui, en plus, c'était quelqu'un de très stressé. Il me dit, je suis désolée, mais là, j'ai l'appartement 3, il vient de m'appeler. Sa cuisine s'est arrachée. Et je te dis, mais comment ça, elle s'est arrachée? En fait, d'un coup, les éléments hauts, donc il y a 2 éléments hauts qui sont petits, hein, honnêtement, on peut pas non plus, je pense qu'on peut mettre un lot d'assiettes et quelques verres. Tu vois, il y a la hotte qui est tenue et peut-être quelques casseroles. Enfin, c'est des kitchenettes, donc vu que c'est pas des grands appartes, qui s'est dessoudée du mur en arrachant le placo, etc. alors qu'elle était mise sur des rails qui étaient fixés sur des montants. Du coup, Oui. J'étais là, Et c'est là. Et je sais pas quoi vous dire. Honnêtement, pareil, c'est un truc. Parce que toujours pareil, on peut dire ouais, la cuisine a mal été fixée, etc. On en a vu des malfaçons dans le bâtiment et on a déjà eu des apparts où les travaux étaient faits n'importe comment. C'est la première fois qu'on a une cuisine qui se décroche du mur, quoi. Je n'ai jamais eu ça. Et puis pourquoi maintenant, en fait? Oui, pourquoi maintenant si elle était si mal accrochée? Cet appart est loué depuis 6 mois. Et pourquoi la cuisine s'est décrochée pile le jour où Marie était sur place, quoi. Voilà. La maison m'en veut. Donc bon, vous inquiétez pas, c'est en cours d'être solutionné. D'être solutionné puisqu'on est en train de vendre ce bien-là. On espère que ça sera assez rapide. Ouais, on espère que ce sera assez rapide et. Franchement, en plus, on le brade de ouf, hein, pour qu'en fait, on a tellement marre qu'on. Ouais, là, franchement, c'est la première fois de notre vie où on est en mode, allez, on s'en fout de gagner de l'argent, je veux juste s'en débarrasser. Ouais, vraiment. En fait, on y passe trop de temps, c'est trop d'énergie. Puis là, par exemple, j'y vais la semaine demain.
du coup demain. Enfin, en fait, on se rend pas compte, mais c'est super chiant. Donc je vais normalement le remettre dans une nouvelle agence parce que vu que l'autre a fermé, le portefeuille doit être racheté, mais en fait, ils sont nuls, tu vois. Enfin, je veux dire, oui, mais dans comment, tu vois, quand t'es client, c'est super chiant en fait. T'as pas de solution, donc j'étais là, écoutez, pas de problème, je prends les devants, je vais leur envoyer une lettre de résiliation et je vais tout mettre en gestion chez une autre. Mais quelle galère, quoi, quelle galère. On vous avait annoncé la bonne nouvelle, c'était qu'on avait la façade qui était enfin validée par l'urbanisme. Pour ceux qui avaient suivi l'histoire sur le local, où en fait on est passé de 10 000 € de budget à 25 000 € investis pour une façade de merde qui a été dévalidée par 15 milliards d'ABF. Au final, du coup, l'enduit a été enfin mis correctement et la directrice de l'urbanisme est enfin satisfaite. Et là, maintenant, du coup, on s'était dit avec Julien, allez, c'est enfin fini, 3 ans de galère, ça y est, c'est fini sur ce truc-là et tout. Et ben, en fait, au niveau des papiers, on n'est pas bon parce que sur la DP initiale, il y avait les travaux intérieurs et les travaux intérieurs sont annulés. Du coup, je dois refaire une DP modificative pour qu'elle puisse me la revalider et qu'on puisse enfin demander les subventions. Et je me dis, mais franchement, la France, c'est sans fin. C'est sans fin. T'imagines? Mais oui, en fait, ils nous cassent la tête pour des papiers. Mais j'étais là, mais de toute façon, les travaux intérieurs, ils sont jamais faits. Et en fait, c'est la mairie qui récupère le local. Là, dans 2 mois, c'est eux qui le récupèrent. Donc, s'ils veulent terminer la DP, mais c'est ça, mais c'est ça. J'étais là, mais enfin bon, du coup, j'ai passé encore 1 heure à essayer de refaire la DP modificative, parce qu'en plus, c'est des papiers, mais c'est à rallonge, en fait, faut bien lire. Tu dois cocher des trucs, pas cocher des trucs, remettre des éléments, pas remettre des éléments. C'est casse-tête, hein, vraiment. Mais bon, on a, après 3 ans... Au moins, ça, c'est un problème solutionné. C'est un problème de régler, parce que ça date depuis août 2023, cette histoire, et nous sommes en février 2026. C'est enfin terminé. Je suis ravie. Julien est ravi. Nous avons la plus belle façade de la ville. Oui, alors là vraiment... Je pense que je vais la proposer pour l'office de tourisme, que je veux absolument que tous les gens qui fassent une visite de la ville viennent voir cette façade. Voilà. Est-ce qu'ils n'auront jamais vu une aussi belle façade? J'essaierai de vous la mettre demain en story pour vous la montrer, mais en fait c'est tout bête, hein, c'est juste des vitres qui ont été changées et un enduit qui a été repris, ouais. Mais c'était l'opération de l'année selon notre mairie. Et comme quoi, moi je dis toujours qu'on a l'immobilier, c'est toujours une moitié de chance et une moitié de malchance, et que typiquement il y a des où sur cette opération-là, on pourrait se dire qu'on a eu une malchance avec la mairie. Pour le coup, on a beaucoup de chance d'avoir des bons artisans qui sont quasiment des amis sur place, qui nous filent un coup de main, parce que sinon, si on les avait pas eu, je pense que ça aurait été interminable. Eux, ils pètent leur flot. Ah oui, même eux, on pétait leur En plus, vous savez, la mairie est à 30 mètres du local. Donc en fait, c'est chiant parce qu'entre midi et 2, elle passe. Et nos artisans, ils se font emmerder à chaque fois parce que si on sort de la mairie, en fait, on voit le local. Et du coup, je suppose qu'à chaque fois qu'elles voient les artisans, pop, elles vont comme des poulettes, là, elles les brailler dans leurs oreilles en leur disant quoi faire et tout. Ah, quel enfer. Vraiment, je me dis, ils ont une patience légendaire. Ouais, je trouve aussi. Pour finir ces actus de la semaine, on a une question d'abonnés. Et la question d'abonnés, c'est pourquoi est-ce qu'on fait pas plus de grosses OP ? Parce que du coup, la conversation, c'était que en ce moment, on a 3 opérations en cours. On a l'appartement à la mer, c'est à peu près 120 000 €. On a l'immeuble de rapport, qui est d'ailleurs dans cette ville avec le local. Lui, c'est 170 000, je crois, oui. Il y avait une giga news qu'on avait oublié de raconter cette semaine par rapport à cet immeuble. Mais vas-y, termine la question, après je la raconterai rapidement. Et après le dernier, là, initialement, on avait vu des bureaux sur Montpellier où on s'est retiré. Problème de charge de copro qui était beaucoup plus cher qu'annoncé par la les charges étaient pas bonnes, du coup on a dit c'est non. Et là on a essayé on retrouve un projet de création d'appartements. Et là tu m'as dit c'était... création d'appartements, aménagement d'un immeuble de rapport en plusieurs appartements pour être précis. Oui, j'étais un peu raccourci. Et là tu m'as dit c'est combien, parce que tu m'as dit le devis c'est 140, mais... Non, le devis c'est 160 et l'acquisition c'est 85. 240, voilà. J'étais comptable dans une autre vie, il faut pas le savoir. Donc oui, c'est vrai que c'est pas des grosses OP quand on regarde un peu ce qu'on a déjà en termes de patrimoine, tout simplement. Alors Julien, pourquoi est-ce qu'on fait pas de plus grosses OP ? Sachant que la plus grosse qu'on ait faite, c'est à peu près c'est 472. Exactement. Et c'est l'hôtel hanté. Donc et c'est ça. Et en plus, c'est celle qui se passe le plus mal. Mais en fait, pour
un ensemble de raisons qui est... Nous, on a toujours vu que, je trouve que le modèle des opérations qui se passe le mieux, c'est les OP entre 200 et 300. C'est-à-dire que, en fait, c'est des OP où vous travaillez pas pour rien. Enfin, je veux dire, entre 200 et 300 000, nous, à chaque fois, on arrive quand même à sortir entre 2 et 3, voire 3500 de loyer par mois. Donc, entre guillemets, c'est quand même des OP qui vont augmenter sensiblement nos loyers. On va pas se mentir, 3500 € de loyer par mois. Forcément, vous avez des charges, vous avez un remboursement de prêt, hein, c'est pas que du cash flow, mais bon, regardez ce que ça vous crée en enrichissement mensuel. Vous enrichissez au moins avec l'amortissement du prêt de 2500 € par mois, donc c'est énorme. C'est déjà un beau salaire. Donc déjà, entre guillemets, c'est des OP où en soi on gagne déjà pas mal dessus. Nous, on a toujours fait le choix, en tout cas jusqu'à maintenant, de pas s'associer avec d'autres, avec plus gros que nous, pour peut-être faire des opérations plus grosses. Ça arrivera peut-être un jour, mais pour l'instant, on n'a pas encore décidé de passer ce cap-là, surtout parce que Marie est pas chaude du tout. Du tout. Donc voilà, donc la problématique qu'on reste que entre nous pour faire des opérations, plus que c'est toujours ce que je dis, c'est que globalement, quand vous faites de l'immobilier, vous allez avoir 2 freins majeurs. Trouver des OP rentables, les faire financer. Nous, des OP rentables, c'est pas ce qui manque, mais par contre, il faut bien pouvoir les faire financer derrière. Et la réalité, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire financer une OP entre 200 et 300 000 que de faire financer des OP à 500 000, 600 000, 700 000, etc. Donc déjà, ça également, ça a son importance. Et il y a aussi quelque chose, c'est qu'en termes de risque financier, si vous êtes sur des OP que vous maîtrisez en termes de coûts, qui n'amènent pas une disproportion de coûts par rapport aux OP que vous avez déjà et au total de votre patrimoine, vous prenez moins de risques. C'est aussi une des choses qui fait qu'entre guillemets, ça nous a beaucoup handicapé ces 2 dernières années, le fait que notre OP sur l'hôtel se passe aussi mal, c'est que c'était une OP à quasiment 500 000. Ça aurait été une OP à 200 000, ça aurait été gênant, mais déjà en termes de chiffres, ça aurait été moins problématique. Donc voilà, c'est un petit peu toutes ces raisons qui font qu'on ne fait pas des plus grosses opérations. Peut-être qu'un jour on le fera. Moi, j'estime qu'on n'a pas spécialement le besoin, et je sais que, par exemple, moi j'ai toujours quand même une notion de risque quand on fait une OP. Là, par exemple, on va se lancer sur la rénovation complète d'un immeuble, création de 3 T2, 1 T3, et il y aura en plus 3 garages. Entre guillemets, c'est des OP que... Enfin, voilà, ça me crée aucun stress de me dire qu'on va partir là-dessus, qu'on va mettre 160 000 € de travaux là-dedans. Par contre, on ferait une OP qui ferait 3 fois cette taille-là. Tu en ferais 12 appartements avec moi j'ai plein de autant de garages. Qui s'allument, ouais. Je pense aussi qu'il y a le fait que avec la grosse OP, bon après là tu vois les contextes seront différents, mais quand même c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes risques financiers, c'est pas les mêmes apports aussi. Genre, l'hôtel, si on regarde l'apport qu'on a fait, bon, dommage pour nous, ça s'est mal passé, mais en fait, on aurait mieux fait de le répartir dans plusieurs petites OP, ça aurait diversifié le risque, en fait. Et puis, en fait, je pense qu'on est à notre combienième opération, on en a fait au moins 15. Ouais, ça sera là, on s'en rajoute je pense que 3. Les 3 qu'on fait là, je pense qu'on est à 16, 17, 18e OP, je pense. Voilà, c'est ça. Bon, en fait, ça commence à rouler, quoi. Je veux dire, oui. Je vois pas ce qui pourrait mal se passer, sachant que du coup, c'est pas très loin de chez nous. C'est des choses qu'on a déjà fait, Enedis, etc. Autant, je pense qu'il y a 6 mois, on nous posait la question, on aurait dit jamais on refait un truc avec Enedis. Maintenant qu'on le sait, que voilà, on a beaucoup de garde-fous qui ont été mis. Voilà, je pense que c'est plus 500 000. J'avoue que moi, ça me chauffe moyen. Et comme tu dis, je pense qu'aussi les financer et ce que ça demande en termes d'apport, il faudrait qu'on ait quelqu'un d'autre. Et ça, c'est pas trop d'actu. Et puis, un dernier point qu'on n'a pas abordé, mais c'est qu'un immeuble à 300 000 €, ça se revend beaucoup plus facilement qu'un immeuble à 500, 600, 700 000. Oui, parce que déjà, on vise pas les mêmes investisseurs. En vrai, une OP entre 200 et 300, un primo-investisseur, il peut le faire. Ouais, tout à fait. Nous, on a plein de primo-investisseurs qui y vont. On a quasiment pas de primo-investisseurs qui vont sur des OP à 500 000, sauf sur des profils très particuliers avec beaucoup d'épargne et des très gros revenus. Donc forcément, entre guillemets, tu sais que tu peux revendre à potentiellement beaucoup plus de personnes. C'est ça. Donc, et après, des fois, je me dis aussi, les grosses enveloppes comme ça, c'est pas plus du marchand de biens, en vrai. Parce qu'avec des fois, je me dis, avec l'argent que tu immobilises et tout ça, si tu fais des travaux ou quoi, faut avoir les reins solides quand même, je pense. Après, j'ai envie de te dire, pour moi, pas forcément marchand de biens, ces trucs sont complètement différents dans le sens où le marchand de biens, la banque, justement, elle te suivra encore moins sur une très grosse OP, tu vois. Et du coup, tu voulais raconter ce qui s'était passé sur l'immeuble? Oui, alors, là, on vient de vous parler rapidement de la dernière OP qu'on faisait où on crée 4 appartements dans un immeuble. Il y avait l'autre OP dont on vous parle déjà depuis le mois d'octobre parce qu'en fait, on a demandé à l'agent immobilier de temporiser un peu parce qu'on voulait le financer en 2026 pour justement avoir le bilan de notre première année d'activité sur la flouserie. Et globalement, sur cet immeuble-là dont on avait accepté l'offre en octobre, je rappelle, on achète 4 garages, 2 T3, on achète à un très bon prix. Là, globalement, on a 10% de renta
Et au départ des locataires, qu'on aura pu réaugmenter les loyers, on sera à peu près à 14%. Donc franchement, une très belle OP. J'y suis allé cette semaine parce qu'en plus, cette OP-là est dans la même ville où on a notre fameuse façade dont on vous parlait il y a quelques minutes. Et du coup, en allant voir la façade, justement, j'en ai profité pour vouloir aller faire une contre-visite de l'immeuble avant la signature du compromis. Je devais normalement signer vendredi. Et en fait, en me rendant à l'immeuble, on devait visiter l'appartement du premier étage. Et en fait, il s'est avéré qu'on a croisé le locataire qui n'était pas au courant visiblement qu'on devait visiter. Donc, il n'a pas pu nous montrer l'appartement. Néanmoins, on a pu un petit peu discuter avec lui parce que du coup, j'en ai profité pour le rencontrer, essayer de récupérer de l'information. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il était en train d'essayer de commencer une procédure pour mettre un arrêté d'insalubrité sur l'appartement. Donc bien évidemment, l'agent immobilier est tout aussi choqué que moi, surtout que l'agent immobilier en plus c'est un ami, donc je sais que l'agent immo était pas au courant sinon il me l'aurait dit, donc ça veut dire que Mais la vendeuse par contre était bien au courant. La vendeuse était bien au courant et l'a pas dit à l'agent immo, donc l'agent immo était très énervé de pas être au courant, et moi au contraire en fait j'en ai profité pour essayer d'en savoir au maximum, parce qu'en plus le locataire c'est un gars qui travaille dans le bâtiment, donc entre guillemets il me disait qu'il voulait faire un état d'insalubrité parce qu'il considérait que l'appartement était pas assez isolé. L'appartement est un DPED, mais c'est vrai qu'entre guillemets l'isolation est pas folle. Globalement sur les murs extérieurs vous êtes sur des murs de briques, enfin de la pierre classique. Bon, c'est pas moi c'est pas ce que je considère non plus comme une isolation catastrophique, mais c'est sûr qu'entre guillemets tu pourrais rajouter déjà 7 ou 8 cm de laine de verre, ça serait déjà pas mal. Et globalement il estimait que ça lui faisait des moisissures et que ça avait rendu sa femme malade. Enfin bref, il était un peu dans toute cette histoire là. Mais puisqu'il était dans le bâtiment, je lui ai dit, mais c'est quelque chose que vous pourriez faire, l'isolation. Il dit, oui, effectivement, moi je travaille là-dedans, je travaille pour quelqu'un, mais je suis salarié, effectivement, c'est ce qu'on fait, l'isolation, etc. Donc bon, de ce que j'ai compris, j'ai l'impression que c'est quelqu'un à qui l'isolation est un peu montée à la tête, parce que visiblement, c'est ce qu'il doit faire tous les jours. Et il est à jour de son loyer. Il est à jour de son loyer, c'est pas un mauvais payeur, c'est juste quelqu'un qui visiblement est parti en guerre avec la propriétaire. Je pense que c'est probablement une des raisons qui fait que la propriétaire vend, parce qu'en plus, moi, ce locataire, on m'avait dit qu'il devait partir, et moi, quand j'ai parlé avec lui, il aimerait bien déménager, mais bon, pour l'instant, la réalité, c'est qu'il n'a pas d'autre appartement. Et du coup, vu qu'il était dans le bâtiment, j'en ai profité pour lui poser des questions. Je lui ai dit les lecs, la plomberie, l'appart, ça dit quoi? Est-ce que vous avez vu d'autres problèmes? Tu vois, j'étais là en mode allez-y, faites-moi la liste des problèmes, etc. Il m'a dit non, plomberie nickel, électricité nickel, l'appart est très bien, juste il est pas isolé. J'ai dit bon, si c'est qu'une isolation en soi, ça se règle. J'ai dit par contre, il faut que vous soyez réaliste. L'isolation, ça veut dire qu'on refait l'isolation dans toutes les pièces de l'appartement. Vous viviez où pendant les travaux? Ah oui, ça effectivement, j'ai pas réfléchi avec ça. Donc voilà, j'ai testé un petit peu le locataire pour voir si c'était quelqu'un de raisonnable ou pas. Visiblement, si jamais il fallait vraiment faire des travaux pour l'isolation, il pourrait déménager quelques semaines. Soit je pourrais passer par son entreprise, soit au pire on a d'autres entreprises sur place pour le faire, ça je m'en fous un peu. Je pense qu'il y en a pour moins de 10 000 € pour l'isolation de l'appartement globalement. Enfin l'isolation par l'intérieur. Mais du coup c'est surtout qu'on va pas signer à ce prix-là. En fait. Exactement. Par contre, l'excellente nouvelle, c'est que moi c'est ce que j'ai dit au locataire. J'ai dit mais vous vous rendez compte, moi on m'a vendu un projet sans travaux, j'ai pas prévu de faire des travaux, etc. C'est ce que j'ai dit à l'agent immobilier aussi en rigolant, tu vois. L'agent immobilier me dit... T'as chouiné. Exactement, j'ai chouiné, j'ai dit ah bah non, moi c'est pas du tout ce qu'on m'a promis. On m'avait dit c'était un appartement D, qui avait pas besoin de refaire l'isolation, là ça fait des travaux, etc. Donc je laisse l'agent immobilier retourner à la négociation avec la vendeuse et potentiellement qu'on pourra avoir une jolie baisse de prix. Enfin en tout cas c'est ce que j'espère, parce que sinon de toute façon elle vendra pas son immeuble, hein, on va pas se mentir. Quand t'as un locataire qui va mettre une procédure d'arrêt d'insalubrité sur l'appartement, ça me permet aussi de tester la mairie dans cette ville-là, sur ce terrain-là. Jamais testé là-dessus, parce qu'on a que du commercial. On a que du commercial dans cette ville, donc je sais pas comment s'ils sont chiants ou pas sur l'habitation. Moi j'ai un pote qui a un immeuble qui est dans la même rue que nous. Et elles avaient été chiantes. Hein. Genre elles étaient là, y a pas assez de lumière dans l'appartement. Oui, elles avaient été chiantes pour le permis de louer, mais là sur l'immeuble qu'on achète, les permis de louer sont bons. Donc je suis curieux de savoir ce que va dire la mairie alors qu'elle a donné un permis de louer vis-à-vis de ce locataire qui veut faire une procédure d'arrêté d'insalubrité. Donc écoutez, pour l'instant on est en stand-by, je n'étais pas de toute façon une semaine près pour on a déjà fait un arrêté d'insalubrité nous maintenant. Oui c'est ça, mais moi surtout ce que je vois c'est qu'il n'y a pas de souci, on s'occupe de gérer le problème. Par contre on attend une belle baisse de prix. Moi j'ai 20 000 € en tête, on verra si on arrive à les avoir ou pas. Si on arrive à les avoir, franchement c'est une dinguerie la rentabilité sur cet immeuble. Mais bon, moi je pense que c'est un peu délulu, hein, mais je pense. Bah écoute, la vieille elle a intérêt à redescendre, parce que moi je te dis que si elle veut pas baisser son prix alors qu'en fait elle m'a menti sur le fait que son... Ça fait combien de temps depuis octobre en fait on a repoussé et tout parce qu'on est les acheteurs, c'est etc. C'est ça, et parce qu'en fait elle m'a menti à double niveau, parce que déjà elle m'a dit que le locataire devait partir, donc moi en fait cet appartement je m'attends à le récupérer pour pouvoir le relouer plus cher et louer le garage séparément, parce qu'en fait cet appartement a un beau garage dans lequel tu rentres facilement une voiture plus une moto plus, enfin bref c'est le truc, c'est un atelier, c'est vraiment grand, je pense qu'il doit faire 20 mètres carrés le garage, donc il y a un
très grand garage que je voulais relouer séparément de l'appartement, que pour l'instant, tant que le locataire y est, je ne peux pas faire. Et globalement, donc moi, on m'avait annoncé que le locataire partait, il part pas. Et en plus, ce qu'on n'avait surtout pas dit, c'est que en fait, la relation est conflictuelle entre la propriétaire actuelle et le locataire. Moi, je suis désolé, c'est des informations qu'il faut donner quand vous vendez un bien. Enfin, en tout cas, que je veux savoir, ou en tout cas, si je ne l'ai pas, forcément, et que je l'apprends par la suite, forcément, je suis un acquéreur de mauvaise humeur. Et c'est pour ça qu'on va renégocier. Bon, voilà, on arrive à la fin de l'épisode. On espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes, ça nous aide au niveau de l'algorithme. À nous suivre sur Instagram, La Flouserie et Quitte le Boomer Dream. On vous partage un peu notre quotidien d'investisseur. Et on se dit à jeudi pour un prochain épisode. À bientôt. À jeudi, ciao.